Alors bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe organisatrice, dont Marie et Marion, pour leur bienveillance. Donc on va commencer de suite par ma présentation. Alors par un bref sommaire, donc on verra ensemble le contexte de l'étude, les TMS et leurs facteurs de risque, et ensemble on découvrira quelques types de recommandations et pistes de réflexion pour améliorer vos conditions de travail. Le contexte, j'ai publié un mémoire en 2013. Ce qui faisait l'originalité de cette étude, c'est que j'ai observé beaucoup d'élèves, des apprenants au centre de l'école de maréchalerie de Saint-Hilaire-du-Harcouët, mais aussi des maréchaux ferrants itinérants, qu'ils soient novices ou experts. Les raisons de la demande et les enjeux. Donc, j'ai observé beaucoup une faible durée de vie professionnelle chez les maréchaux ferrants, une reconversion normale, voire inévitable dans ce métier, une usure professionnelle qui était prématurée et des retraites anticipées. D'ailleurs, l'étude des haras nationaux en 2002 a mis en avant que seulement 11% des maréchaux ferrants avaient plus de 50 ans. La durée moyenne de l'exercice du métier était de moins de 20 ans. Moi, quand j'ai demandé l'avis aux maréchaux ferrants apprenant dans le lycée agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouët, 68% des élèves pensaient ne pas exercer ce métier jusqu'à l'âge de la retraite. Donc c'est simplement énorme. Ensuite, ils estimaient leur carrière professionnelle à 23 ans. Pour les maréchaux ferrants en activité, les plus novices, la plupart d'entre eux envisageaient de se reconvertir à court et moyen terme. Alors les TMS et les facteurs de risque. Un petit point théorique, qu'est-ce que les TMS? Les TMS, ce sont des pathologies d'origine professionnelle. Ils vont toucher ce sont des pathologies qui vont toucher les muscles, les tissus mous, les tendons, les nerfs, les membres, les os, les articulations. Ils vont s'exprimer par de la douleur, de la raideur, de la maladresse, de la perte de force, mais aussi une fatigue musculaire, une sensation de douleur, d'inconfort, de courbature, des troubles aussi du fonctionnement de la fibre musculaire, une baisse de la capacité. À un moment donné, on ne va plus pouvoir lever son bras, on va plus pouvoir aussi le redescendre. Il y a plusieurs types de pathologies. Vous, en tant que maréchaux ferrants, vous avez beaucoup de cervicalgie, de lombalgie, de dorsalgie, d'épicondylite au niveau du coude, de tendinite de la coiffe du rotateur au niveau des épaules, beaucoup d'inflammation aussi au niveau du poignet et de la main. Alors n'ayez pas peur, les TMS vont toucher tous les métiers, que ce soit de la secrétaire, dans le BTP, la coiffeuse. Alors, quels sont les signes des TMS? Ça se déroule en 3 étapes. La première étape, vous avez des douleurs lors de votre activité de travail. Par contre, quand vous rentrez chez vous le soir, vous n'avez plus ces douleurs-là. Vous êtes toujours tout aussi performant. Cette étape peut durer quelques semaines, quelques mois même. Ensuite, si rien n'est fait dans votre poste de travail, vous allez rentrer dans la deuxième étape. Deuxième étape, donc là, vos capacités de travail sont diminuées. Vous êtes moins performant lors de votre journée de travail. Cette étape peut durer des mois. C'est à ce moment-là que l'on vous voit donc en médecine du travail pour ma part ou chez votre médecin traitant. Et enfin, la troisième étape, si rien n'est fait dans les 2 précédentes étapes, là, vous avez des douleurs quand vous travaillez, quand vous rentrez chez vous. Le week-end, à la base, vous avez moins de douleurs. Là, les douleurs sont prédominantes. Vous avez des douleurs aussi nocturnes et même pendant vos congés. Donc là, on voit des arrêts longs ou même des maladies professionnelles ou même voire des reconversions professionnelles. Donc écoutez votre corps, écoutez-vous à l'étape numéro 1, n'attendez pas de passer à l'étape numéro 2. Faites-en part à votre médecin traitant, par exemple, ou à votre médecine du travail. Alors, l'origine des TMS, il est vrai que dans les années 90, il y a une recrudescence des troubles musculo-squelettiques. Alors, la première réaction des médecins et des ergonomes, c'était de s'attarder aux contraintes physiques, parce que l'articulation, nos muscles étaient touchés. On se disait, effectivement, ça va venir des positions articulaires, des efforts, des ports de charge, du travail statique, de la vibration. Malheureusement, les résultats étaient assez décevants. On a amélioré le poste, on a amélioré la hauteur des plans de travail, par exemple, mais c'était assez décevant. Pourquoi? Parce que les TMS sont des pathologies qui vont être plurifactorielles, qui vont être multifactorielles. Ce qui va rentrer en compte, ça va être les contraintes psychosociales. Vous-même, en tant qu'individu, mais aussi les contraintes organisationnelles. La pression temporelle, avec les journées chargées, les différentes marges de manœuvre que vous vous allouez ou non lors de votre journée de travail,
les insatisfactions, excusez-moi. Ensuite, les conflits entre vous et votre clientèle. Tout ça, en fait, va vous donner un état de stress. Et l'état de stress, après, c'est très physiologique. Il va y avoir une libération de 2 hormones, et ces libérations des hormones vont faire que vos muscles et vos tendons ne vont pas être assez nourris. Donc, si vous avez déjà des micro-lésions dans vos tendons et dans vos muscles, eh bien, ils vont être moins rapidement réparés. Ils vont être moins nourris, ce qui va provoquer de la fatigue musculaire. Alors, tous ces états de stress vont provoquer de la fatigue, la compression des nerfs, l'inflammation des tendons, mais aussi vont provoquer des troubles de la concentration, des troubles de la vigilance, des états dépressifs et des troubles du sommeil. Donc voilà, c'est quand même un cercle vicieux. Sachez que quand on a un trouble musculo-squelettique, il ne faut pas se dire c'est parce qu'on n'a que des positions contraignantes. Il y a tout un état de stress à côté qui va rentrer en jeu. Ensuite, plusieurs facteurs biomécaniques, bien sûr, on ne peut pas les louper chez vous. Donc, vous avez 2 types de ferrage, le ferrage à la française et le ferrage à l'anglaise. Donc, vous savez très bien que le ferrage à l'anglaise est beaucoup plus pénible physiquement pour vous, parce que vous avez un port de charge. Juste voilà, pour l'un symbolique, sachez que le ferrage à l'anglaise, ça va être 5 fois plus pénible pour votre dos. La pression intradiscale va être 5 fois plus élevée que pour le ferrage à la française. Sachez que quand vous levez une jambe d'un cheval, je prends une moyenne de 25 kg, la pression intradiscale va être de 375 kg pour votre colonne vertébrale. Je me suis amusée aussi à faire une étude ergonomique chez un maréchal ferrant itinérant et j'ai l'honneur de vous annoncer que vous portez à peu près un éléphant d'Asie par jour. On continue sur les outils. Alors, lorsqu'on débute, il est vrai qu'il faut privilégier un marteau beaucoup plus léger, surtout pour les micro-ajustements. Pour les micro-ajustements, il va y avoir un impact très significatif au niveau des sollicitations musculo-tendineuses. Ce sont ces mouvements-là qui vont être très négatifs et qui vont malheureusement faire que les TMS vont apparaître plus rapidement chez vous. Ayez aussi le contrôle aussi sur votre marteau, les positions de préhension. Pour du micro-ajustement, on va plus mettre la main au niveau de la tête du marteau. Pour les ajustements qui vont demander de la force, on va peut-être plus éloigner la main au niveau du manche. Sachez aussi qu'il y a eu une étude scientifique sur les forgerons ils ont mis en avant que le forgeron non qualifié utilisait un poids de marteau de 2,5 kg contre 0,9 pour un expert. Ensuite, ils ont mis en avant qu'une fréquence plus élevée de 120 coups de marteau par minute contre 99,3 pour l'expert. Donc voilà, on voit bien qu'il y aurait une différence significative à utiliser un outil plus léger à la fin de la journée. Même s'il y a 500 grammes de différence, à la fin de la journée, c'est vraiment énorme en termes de tonnage journalier et en termes de sollicitation musculo-tendineuse. Et ensuite, il y a une différence aussi significative dans la force de préhension pour l'expert, qui a un petit peu plus de force de préhension, et une fréquence cardiaque qui va être moins élevée pour les experts. Donc, je reviens un petit peu sur mes facteurs organisationnels et psychosociaux. Donc, les TMS sont dus à des problèmes relevant de l'organisation du travail. Au début de votre carrière, on va débuter avec le premier véhicule venu, avec un véhicule qui ne va pas forcément être adapté, non aménagé. Moi, j'ai eu le cas avec un maréchal ferrant itinérant qui avait eu un accident et sa bonbonne de gaz était arrivée sur ses genoux. Vous êtes contraint d'accepter toutes les interventions. Vous faites des tournées loin de votre domicile, vous faites 70 km juste pour aller parer un cheval. Il faut remplir toutes les cases, on est jeune, on débute, et il faut se dégager un salaire en début de mois. Vous acceptez de ferrer des chevaux dangereux, oui, il faut montrer de quoi on est capable. Et ensuite, vous êtes confronté malheureusement aux mauvais payeurs. Par la suite, vous avez toujours des contraintes organisationnelles, malgré l'expérience que vous avez. Une qualité de la relation avec la clientèle qui peut être assez néfaste parfois, ils ne sont pas toujours bienveillants avec vous. Le salaire qui peut être variable en fonction de la saisonnalité. Donc on va s'imposer un rythme de travail avec des périodes avec des fortes charges de travail, surtout en période estivale. Là, on va charger notre emploi du temps. Ensuite, un manque de formation. C'est vrai qu'il est difficile quand on est chef d'entreprise de se dégager du temps pour faire des formations sur les nouveautés, etc.
Et un environnement de travail, ça, on l'a vu tout à l'heure, qui n'est pas forcément très adéquat pour ferrer les chevaux. Alors, en termes d'organisationnel, je vous ai mis un petit schéma. Le travail prescrit, ça va être votre planning comme vous l'imaginez. Toutes les cases sont remplies, vous vous dites, bon, tout va bien se passer, de 7h à 18h. Moi, je vais rentrer à 18h30 voir mes enfants, c'est bon. Sauf que dans le milieu du travail, il y a tellement de variabilité, tellement d'aléas que tout ne se passe pas comme on voudrait. Il y a des chevaux nerveux qui vont demander beaucoup plus de temps, des trajets avec des accidents, des conflits avec la clientèle, voilà, qui vont nous stresser, qui vont nous énerver, qui vont nous faire perdre du temps. Le mauvais temps aussi, et tout cela va engendrer un retard. Alors, il faut savoir que, effectivement, à la fin de la journée, on est content, on a ferré 8, 9, 10 chevaux. Mais ce n'est pas parce que le résultat est parfait que le coût humain pour l'avoir fait va être acceptable. Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que j'ai dû faire pour accomplir toute cette tâche de travail? Est-ce que j'en ai pas laissé un petit peu là en termes de coût humain? Et on a eu du mal à faire cette journée du travail, mais c'est passé. Donc par contre, le soir, on se dit, mais stop, là, pas de journée comme ça, là, je vais avoir le dos en vrac. Mais le lendemain, on va recommencer parce qu'on a un petit trou dans le planning, il faut le remplir absolument parce que voilà, il faut qu'on se dégage un salaire. Donc attention, mettez-vous des marges de manœuvre entre le travail prescrit et votre travail réel. Imposez-vous des petites marges de temps, même des pauses entre les chevaux pour pallier à ces différentes contraintes et aléas. Alors j'arrive à la dernière partie sur mes recommandations et les pistes de réflexion pour améliorer vos conditions de travail. En termes de préconisation, il faut acquérir des bonnes stratégies dès le début de formation. Avoir une bonne formation qui est longue dans la durée, avoir un bon apprentissage des gestes professionnels le plus précocement possible. Donc ça, c'est surtout pour le choix du maître d'apprentissage. Pour moi, un maître d'apprentissage, c'est quelqu'un d'expérimenté. C'est quelqu'un qui va vous donner des gestes précis, qui va vous donner des stratégies opératoires, comme on l'a vu avec les deux maréchaux tout à l'heure qui ont pris la parole, où j'ai bien aimé les différentes astuces que vous avez évoquées. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller chez un maréchal qui vient de débuter, parce qu'il n'aura pas tout vu dans son expérience professionnelle. Le choix du maître d'apprentissage est très très important. Si vous avez un bon maître d'apprentissage, ou qui a un camion bien rangé, ou qui fait un super geste professionnel, des bonnes astuces, des bonnes stratégies, quand vous serez à votre compte, vous ferez exactement pareil. Vous ferez un copier-coller. Pourquoi pas inclure un cours d'ergonomie dans la formation et mettre en place des ateliers avec des situations complexes, mettant en difficulté vos élèves avec ce qui va se produire chez les clients. Et après débriefer en groupe ou seul à seul, peu importe. En début de carrière, ayez toujours un véhicule aménagé. Effectivement, c'est un coût, mais c'est votre outil de travail. Des outils bien entretenus, bien affûtés. Il faut mieux taper 2 fois que 3 fois sur le fer et avoir des bons outils. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir des bons outils de travail, ça fait vraiment la différence à la fin de journée. Osez dire non. On n'est pas obligé de tout accepter quand vous débutez, bien sûr. Réduisez votre zone de déplacement pour limiter vos frais et optimiser les trajets au maximum. Bien prendre en compte aussi son état de fatigue et bien prendre en compte le choix de son dernier client. Je ne suis pas sûre que ça soit une bonne stratégie d'aller ferrer une pouliche en dernier client. On sait on va être fatigué, on va être en baisse de vigilance. Et après, bien sûr, bien choisir sa clientèle. Ensuite, pour faire la suite, prenez le temps d'échanger avec les propriétaires, surtout sur les habitudes du cheval. Est-ce que le cheval vient de sortir de son box? Est-ce qu'il a bien mangé? Il va être plus facile à ferrer. Est-ce qu'il a besoin d'avoir ses compagnons autour de lui pour être moins nerveux? Imposez aussi vos bonnes conditions de travail. Et demander un sol plat, un sol abrité. Moi, j'ai vu aussi des observations où le maréchal était entre les box, où les enfants couraient partout pour aller chercher leur selle. Enfin, pour moi, c'est pas possible. On met en jeu la sécurité des enfants, la sécurité du maréchal. Donc, c'est des choses qu'on ne devrait pas voir. Favoriser évidemment l'éducation du cheval, préparation à la manipulation. On sait très bien qu'un cheval qui est préparé à la manipulation, le poids de sa jambe va être moindre en ressenti pour vous. Le choix de l'endroit est capital, donc ça je viens de le voir. Limiter le nombre de chevaux par jour.
Ça, c'est plutôt pour les chefs d'entreprise qui ont des employés. Parfois, on demande à un employé de ferrer 10-12 chevaux par jour. Peut-être qu'il serait opportun de baisser le nombre à, je sais pas, à 9 chevaux à ferrer que d'avoir mon employé qui va être en arrêt maladie pendant 3 à 6 mois. Je pense que le calcul est vite fait. Ayez aussi une activité sportive, une vie saine, hydratez-vous bien sûr. Prenez des pauses de quelques minutes. Si un cheval est trop nerveux et que vous n'y arrivez pas, allez marcher 5 minutes, laissez le cheval au repos, vous allez vous déstresser en marchant un petit peu, en communiquant avec le propriétaire. Ce n'est pas du temps de perdu. Et n'hésitez pas à faire aussi des petits mouvements de réveil musculaire le matin en se levant ou même avant de s'occuper d'un cheval. Alors, pour le camion aménagé, dès votre installation, donc là, moi, je ne fais pas de publicité, c'est juste parce que j'aimais bien le fait que la forge soit sur bras articulés, que l'enclume, qu'on n'ait pas à la porter, à la soulever pour le mettre à un endroit précis. Alors, pour limiter bien sûr les postures contraignantes, le port de charge, donc ça vous connaissez, c'est les servantes ou sacoches porte-outils, le trépied. Après, j'ai trouvé le petit siège réglable, pourquoi pas? Je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais pourquoi pas pour avoir un petit repos postural de temps en temps, avec les chevaux au calme bien sûr. Alors, les exosquelettes, je pense que j'aurais eu la question, donc j'ai préféré faire une slide là-dessus. Les exosquelettes, nous, les ergonomes, on n'est pas trop friands de ce type de dispositif. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les TMS sont des pathologies qui vont être multifactorielles. Là, on va toucher à qu'un type de facteur qui va être le facteur biomécanique. Donc, effectivement, les exosquelettes peuvent être bien si on a pris en compte toutes les préconisations que l'on pouvait mettre en place. Alors, par contre, les contraintes peuvent être délocalisées. On va faire marcher des muscles qui n'ont pas l'habitude de fonctionner normalement. On peut avoir une rigidification de la posture, et sachez que c'est environ 2, 3, 4 kilos, tout dépend des exosquelettes, qu'on doit enlever l'exosquelette, le remettre avant chaque activité, donc il faut bien le positionner, parce qu'un exosquelette mal positionné, c'est contraignant, ça peut pincer, ça peut faire mal. Et attention aussi aux faux sentiments de protection, portez plus. Est-ce que si je mets un exosquelette, je vais travailler plus longtemps dans des positions contraignantes? Donc voilà, faites très attention, ce n'est pas un outil miracle. Pour la préconisation de l'enclume, donc soyez vigilants sur le réglage de la hauteur de l'enclume. Une enclume trop basse va vous donner des douleurs au niveau lombaire. Une enclume trop haute va vous donner des douleurs au niveau de vos épaules. Ayez toujours un petit passage sous l'enclume pour bien vous positionner proche de cette enclume. Ensuite, donc là, quelques préconisations sur le bruit de l'enclume. Je ne vais pas vous les citer, mais sachez que la valeur seuil, c'est 80 décibels A. Au-delà de 80 décibels, on doit prendre en compte des outils d'amélioration des conditions de travail, donc mettre en place au moins des boules caisses au minimum. Je sais que quand j'ai fait des études là, sur le lycée Saint-Hilaire du Harcouët, ça montait à 106 décibels, donc là c'était très intempestif parce qu'il y avait plusieurs élèves qui forgeaient en même temps, bien sûr. Mais voilà, il y a quelques astuces qui existent et que vous connaissez certainement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un trouble musculo-squelettique doit être détecté le plus précocement possible. Il ne faut pas attendre les derniers stades de la maladie pour la prendre en charge, parce que c'est un métier passionnant, ce serait dommage de se reconvertir dans un autre métier. Les TMS sont liés à une combinaison de facteurs relevant de conditions et de l'organisation du travail, et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on devient maréchal ferrant que l'on doit forcément se reconvertir en fait en milieu de carrière. Il est possible d'agir pour réduire les risques, et vous devez mener des actions, que ce soit pour le stress, pour les facteurs biomécaniques, d'un point de vue personnel et d'un point de vue organisationnel. Je vous remercie. Merci beaucoup.